Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. C'est un nouveau record historique du chômage, plus 0,3% en janvier. Le gouvernement espère des signes d'amélioration en 2014, alors que l'opposition invite-t-elle à accélérer le calendrier du pacte de responsabilité. La question est peut-être désormais de savoir si l'État et les politiques menées servent à quelque chose en matière d'emploi. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « Inverser la courbe de l'emploi ». Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Jean-Claude Mailly est secrétaire général de Force ouvrière. FO est en pointe dans la dénonciation du pacte de responsabilité. Et vous avez lancé un appel à manifester le 18 mars prochain. Jean-Eudes Duménil-Dubuisson est lui secrétaire général de la CGPME, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. La CGPME a refusé dès le début tout engagement chiffré dans le cadre du pacte. Bernard Vivier est directeur de l'Institut supérieur du travail. Vous êtes par ailleurs professeur à la faculté libre d'économie et de droit de Paris et avez été membre du Conseil économique, social et environnemental. Enfin, Nicolas Bétou est journaliste, directeur et fondateur du quotidien L'Opinion. Dans votre journal, aujourd'hui, le chômage bat un nouveau record. 2014 commence aussi mal que 2013 a terminé. Il y a peut-être une chose qui crée de l'emploi, Jean-Eudes Duménil, je vais vous dire une seule, c'est le carnet de commandes, non ? C'est même exactement, c'est la ligne bleue des Vosges pour le chef d'entreprise, c'est le carnet de commandes. Alors maintenant, la question c'est comment on alimente ce carnet de commandes et il faut évidemment qu'on fasse repartir l'investissement, la clé elle est là. Et il y a quand même un petit frémissement, c'est-à-dire que ça fait 2 ans et demi que l'investissement recule. Pour la première fois, il est en progression au dernier trimestre. Ça veut dire quoi? Que les chefs d'entreprise ont un petit, enfin je ne sais pas comment qualifier les choses, ont un petit espoir ou ils ont des signes objectifs? On peut se poser la question. Si on est positif, si on est optimiste, on se dit effectivement que c'est une première inversion et un petit signe d'espoir. Et si on est moins optimiste, on se dit que ça peut peut-être être une reprise simplement technique parce qu'il faut reconstituer les stocks. Ça, on le verra sur un temps un peu plus long. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est qu'on a la question de la marge des entreprises. Il faut reconstituer les marges des entreprises. Ensuite, elles peuvent investir et derrière, ça crée de l'emploi. Mais l'emploi ne se crée pas comme ça d'un seul coup, malheureusement. L'emploi, ce sont des commandes et des gens qu'on engage pour assumer ces commandes, si je oui, au maximum de la simplification de l'équation, si je peux dire. On peut dire ça, c'est de la visibilité dans le carnet de commandes, c'est-à-dire que ce n'est pas le carnet de commandes immédiat, mais c'est la projection du carnet de commandes dans le temps, et puis c'est aussi la confiance et l'état d'esprit du chef d'entreprise. Est-ce qu'il est capable, sur une période de 2 ou 3 ans, de faire un business plan et de regarder s'il a besoin de personnes supplémentaires? L'équation, elle est simple et elle s'arrête là. Jean-Claude Mailly, qu'est-ce que vous pensez de cette équation dont nous parlons depuis le début de l'émission? Attendez, que ce qui détermine l'embauche dans les entreprises du secteur privé, c'est le carnet de commandes, ça je suis d'accord. Un chef d'entreprise n'embauche pas pour faire plaisir, il embauche s'il a de l'activité, donc s'il investit, s'il a des projections. Ça, après, c'est comment on s'organise, quel est le type de politique économique, quelles décisions en matière de fiscalité il faut prendre pour qu'effectivement on retrouve de la croissance économique et qu'on retrouve de l'espoir. C'est là qu'on aura des divergences. C'est d'ailleurs pour ça que dès le départ de l'annonce du pacte de responsabilité, moi j'ai clairement dit, personne ne peut obliger une entreprise à embaucher ou à augmenter les salaires. Bien sûr. Donc quand on nous parle de contrepartie, c'est du pipeau sur ce plan-là. Ah mais c'est vrai que ceux qui commandent l'activité économique, c'est bien, et ça là-dessus, on a toujours dit ça, c'est bien l'activité. Alors j'ai envie de vous dire, mais alors, puisque c'est du pipeau et que finalement tout le monde en convient, aidons-les. C'est pas le propos n'est pas de soutenir le patronat contre qui que ce soit, ou voilà. Mais j'allais dire, aidons-les à avoir le meilleur écosystème, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, pour pouvoir faire pousser des emplois en quelque sorte. Oui, parce que c'est quand même leur intérêt aux chefs d'entreprise. Oui, non, mais attendez. Et donc celui de leurs salariés. Ça dépend de ce dont on parle. Est-ce que pour créer de l'emploi et créer une dynamique de croissance en France, est-ce qu'il faut prioritairement baisser le coût du travail? Ça, c'est une question. Je rappelle, un ordre de grandeur, c'est une moyenne que le coût du travail, c'est à peu près 20 à 25% en moyenne. Hein, ça varie selon les secteurs du coût de production. Agir sur le coût de l'énergie, ça peut être plus important en termes, y compris de compétitivité. Donc, est-ce que c'est ça la question clé? Ou est-ce qu'il faut prendre d'autres dispositions en termes d'activité économique? Est-ce que les aides ou les soutiens accordés aux entreprises doivent être généraux, sans condition? Ou est-ce qu'il faut les cibler? Le crédit d'impôt compétitivité emploi, par exemple. Nous avions dit à l'époque, il faut le cibler.
il faut en priorité qu'il soit ciblé sur les secteurs, l'industrie notamment, mais pas uniquement, qui sont en concurrence internationale. Et là, si vous ciblez une aide, vous pouvez en contrepartie avoir des conditions. Sinon, si vous faites quelque chose de général, eh ben, on voit les résultats aujourd'hui. Jean-Claude Mailly, que le coût du travail ne soit pas la seule composante de la compétitivité des entreprises, on en convient tous. Mais c'est quand même un élément important. Tout chef d'entreprise vous dira que les charges sont un élément qui est absolument déterminant pour une entreprise. Et puis c'est aussi la question de l'évolution de ces charges dans le temps. Et là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire l'instabilité et le fait que les règles changent à longueur de temps. C'est autre chose. Mais c'est pas tout à fait autre chose. C'est deux choses différentes. Enfin, c'est deux choses différentes. Je dis pas que le coût du travail n'a aucune influence. Regardez l'évolution du coût du travail dans le temps. Oui, non, mais il faut bien comprendre qu'on est aujourd'hui dans une logique, y compris au niveau européen, hein, et je suis européen moi, mais qu'on est dans une logique européenne aujourd'hui où chaque pays est en train de faire du dumping. Voyez ce qui se passe en Espagne, on baisse le coût du travail. Voyez ce qui s'est passé en Allemagne. Voyez ce qui risque de se passer en Italie, au Portugal, etc. Alors, moi, à la limite, le chef d'entreprise qui raisonne, lui, peut dire, bah, je suis confronté à ça, donc moi aussi, il faut que j'ai une baisse du coût du travail. Non, mais ça, c'est une logique de l'entreprise. Au niveau national, on est dans une logique de dumping. Ah oui, non, mais au niveau global, on est. Mais si, on est dans une logique de financement différent de la protection sociale. Alors attendez, je vous interromps un instant. C'est un troisième dossier. Ça. Alors justement, les dossiers, on va les prendre les uns après les autres. Si vous le voulez bien, Nicolas Bétou, on est parti sur une sorte d'équation de base qui est de dire finalement, l'emploi, c'est d'abord les carnets de commandes. L'emploi, c'est d'abord les carnets de commandes, mais ça n'est pas seulement, là j'ai un léger désaccord avec Jean-Claude Mailly et Jean-Claude Duménil, ça n'est pas seulement le problème du coût du travail. L'emploi, c'est en effet la confiance, c'est la capacité du chef d'entreprise à se projeter dans l'avenir, et c'est surtout la rentabilité des entreprises. On a en France un taux de rentabilité, c'est-à-dire une capacité des entreprises à dégager des profits, en particulier pour investir et pour embaucher, qui est au plus bas depuis 30 ans. Et on a eu l'an dernier le record absolu en matière de faillite des entreprises. Jamais autant d'entreprises n'ont disparu en France que l'année dernière. Et donc, on voit bien que le sujet, il est bien sûr qu'il faut aider les entreprises à baisser le coût du travail, et c'est pas du dumping. Les pays font pas ça pour casser le travail chez les autres. Tous les pays ont fait l'analyse que le coût du travail était trop important en Europe par rapport à ce qu'il est dans le reste du monde. Et donc, tous les pays ayant fait cette analyse, ils se disent, il faudrait probablement qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on survit dans ce système mondial-là. Vous connaissez le dumping patronal, c'est pas possible? C'est-à-dire redistribuer un petit peu moins aussi aux patrons? On ne distribue pas aux patrons. Là, on parle des entreprises. On ne parle pas des patrons. À l'actionnariat, comme vous m'avez compris. Mon avis, vous m'avez très bien compris. Quand l'actionnariat existe, mais oui, mais bien sûr. Mais la France est le pays qui taxe le plus ses actionnaires. Tout ça est un cercle qui peut être présenté comme purement vicieux si on considère que l'actionnaire est coupable a priori, ou qui peut être totalement vertueux si on considère que l'actionnaire, c'est quelqu'un qui a épargné de l'argent et qui prend des risques avec son argent. C'est ça l'actionnaire. L'actionnaire, il met de l'argent dans une entreprise plutôt que de le prêter à l'État sur des entre guillemets bons du Trésor, et il risque son argent. La rémunération de ce risque, c'est le dividende. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y a beaucoup de gens qui perdent, il y a beaucoup de gens qui gagnent aussi, mais c'est un risque. Et donc, tant que vous n'avez pas changé la manière d'analyser le fait entrepreneurial, c'est-à-dire tant que vous considérez que ces gens-là, quand on aide une entreprise, on aide un patron. Quand on aide une entreprise à gagner davantage, on prend de l'argent aux salariés. Tant qu'on est sur ce système, on tue l'écosystème. Je reprends le mot que vous employez. Quand on bascule cette logique et qu'on se dit, après tout, il faut que l'argent des épargnants s'investisse sur les entreprises, parce que c'est comme ça qu'on crée des entreprises. Et il faut que les entreprises aient la capacité à investir pour créer des emplois, alors on recrée de la richesse et de l'emploi. On retrouve les chiffres avant de vous redonner la parole. La courbe du chômage n'est donc toujours pas inversée, plus 0,3% pour la catégorie A. Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi s'élève à presque 5 millions. Désormais, Michel Sapin déclare qu'il souhaite voir s'inverser la courbe. Jean-Marc Ayrault ajoute qu'il faut persévérer sans faiblir. Bref, nous sommes passés aux vœux pieux et à l'incantation. Objectif de croissance du gouvernement en 2014, 0,9%, alors qu'il faut au moins, vous le savez, 1,5% pour espérer inverser les choses. Sarah Sisman et Mathieu Despiau. Les chiffres tombent, le constat reste. Le gouvernement n'arrive désespérément pas à inverser la courbe du chômage.
Après avoir perdu son pari, nouvelle déconvenue pour François Hollande sur sa priorité des priorités. 8 900 demandeurs d'emploi de plus qu'en décembre. La courbe du chômage continue de grimper pour atteindre 3 316 200 demandeurs d'emploi fin janvier, un record. Il faut encore persévérer sans faiblir pour faire reculer durablement le chômage dans notre pays. Et donc nous n'y sommes pas encore, même s'il y a des perspectives de croissance encourageantes, il faut poursuivre. Persévérer, poursuivre. L'exécutif a beau déployer des efforts de rhétorique, le constat est là. Et même le très optimiste Michel Sapin en vient aujourd'hui à espérer, comme dans une prière. Ne serait véritablement dans l'objectif atteint que le jour où on fait reculer le chômage. Et je souhaite, et je ferai tout pour, que l'année 2014, on ne va pas jouer sur les mots, soit l'année du recul du chômage. Hollande dit fin d'année 2013, Sapin dit fin d'année 2014, Bruxelles dit non, pas fin d'année 2014, je ne sais pas ce que dira Moscovici, peut-être fin d'année 2015. C'est pas sérieux d'aborder le sujet du chômage comme ça. C'est trop difficile, ça nécessite des transformations que le gouvernement aujourd'hui n'a pas le courage de faire. Les Français ne peuvent plus attendre, ils voient des discussions, des palabres, du dialogue et pas de décision. Quand est-ce que nous allégeons les charges pour avoir des emplois moins chers et embaucher plus de jeunes? Les jeunes, l'autre priorité du président. Après avoir concentré sur eux son action à coup d'emplois d'avenir, le nombre de chômeurs chez les moins de 25 ans a reculé en 2013 pour se stabiliser au mois de janvier. Mais ce sont les seniors qui semblent le plus souffrir de la crise. Le chômage des plus de 50 ans est en forte hausse, plus 11% en un an. Alors si aujourd'hui l'exécutif parle de stabilisation, pour cet économiste, cela n'a rien d'encourageant. La structure du chômage va beaucoup changer, plus de chômage de longue durée, plus de chômage de seniors, un petit peu d'emploi pour les jeunes, en même temps beaucoup de précarité, des salaires pas très dynamiques. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire un chômage qui reste stable à un niveau élevé. Donc en fait ça produit des effets, c'est-à-dire c'est pas du tout une situation stabilisée, c'est une situation dont on peut considérer qu'elle se continue à se dégrader. Pour avoir une baisse forte du chômage, il faut retourner vers des taux de croissance de l'ordre de 2,5% par an. Et ça, tant qu'on continue à faire des restrictions budgétaires, ce qui est pour le moment ce qui est annoncé jusqu'en 2017, ça ne permettra pas d'inverser la courbe du chômage. La stratégie, les promesses du gouvernement sur l'emploi laissent les Français sceptiques. Et l'absence de résultats pourrait bien finir, selon cet institut de sondage, par faire perdre tout crédit à l'exécutif. On a eu un premier glissement sémantique. Michel Sapin a parlé de la fin d'année 2014 et d'un souhait et non plus d'un objectif. Et deuxième glissement sémantique, qui est quelque chose de très important, il parle moins maintenant des contrats aidés, dont ils avaient le contrôle et sur lesquels ils avaient la mainmise, que des effets bénéfiques à attendre du pacte de responsabilité. Mais tout ça, je pense que voilà, les Français ne seront pas dupes et ça risque de plomber et de lester très lourdement, à défaut de dégrader encore. En tout cas, c'est un boulet très, très lourd qui pèse au pied de François Hollande et qui va l'empêcher manifestement de remonter ou de rebondir dans les mois qui viennent. Manque de chance, selon les prévisions de Bruxelles, le taux de chômage continuerait de progresser en 2014 et se stabiliserait en 2015. François Hollande aurait donc manqué son pari de 2 ans. Alors, on a évidemment beaucoup de questions à vous poser. On va peut-être faire un tour de table avec la question SMS d'un téléspectateur. Je commence par vous, Bernard Vivier. Si l'on ne devait choisir qu'une seule, et je vous demande d'avoir la gentillesse d'essayer de répondre réellement à la question. Si l'on ne devait choisir qu'une seule et unique mesure pour relancer la croissance, j'ajouterais moi, et pour favoriser l'emploi, quelle serait-elle? Allez, on commence avec vous. Essentiellement, réduire les dépenses publiques. L'ensemble des pays européens, dans un grand esprit de solidarité, se sont lancés dans cette démarche-là et il faut nous y mettre. Les autres mesures d'accompagnement des chômeurs, de relance de l'activité, c'est important, mais nous devons, par rapport à nos voisins et partenaires européens, faire de même avant que la situation soit grave et que l'Europe soit taxée par nous, électeurs, comme étant la cause
de ces restrictions. Nous devons, nous prendre en main. En quoi réduire les dépenses publiques peut-il avoir une action à l'arrivée sur l'emploi et sur la croissance? Parce que cette équation n'est pas évidente pour tout le monde. Tout simplement parce que c'est une question de ressources et de dépenses, et que si l'on dépense de l'argent par le biais du public, il faut en face avoir des ressources. Donc dans une économie qui est en réduction, en difficulté, ça vient d'être dit, avec un taux de croissance que l'on annonce de 1%, et nous sommes très heureux si vraiment en 2014 on atteindra 1%. La zone euro, c'est 1,2%. L'économie mondiale, c'est 3,7%, évidemment avec la Chine. Le marché, il est mondial. Donc le marché des biens et des services, le marché de l'emploi aussi. Donc dans le monde, de l'emploi se crée. Il ne se crée pas dans la vieille Europe, et qui a pourtant des ressources. Il ne se crée pas en France. Pourquoi? Parce que nous dépensons un peu plus que ce que nous pouvons dépenser. Voilà. Et que ça interagit sur les charges des entreprises? Mais bien sûr. Non, mais bien voilà, sûr. Alors après, vous ne l'avez pas dit. Mais bien sûr. Après ça se discute voilà, aussi. Mais bien sûr. Parce voilà. que c'est. Alors après, c'est le coût du travail, c'est la réduction. Alors, bien sûr, il y a deux écoles. Il faut réduire les dépenses publiques, et l'autre école qui est de dire il faut augmenter le pouvoir d'achat, et ce sont deux écoles. Pour ma part, je considère qu'il faut faire attention à ne pas créer des poches de pauvreté et de chômage extrême durable, mais il faut évidemment surtout relancer la machine. Et du reste, le gouvernement aujourd'hui vient de le confirmer haut et fort, il s'engage dans la relance de la machine par l'offre. Alors, en deux mots, vous nous avez dit baisse des dépenses publiques. Je continue mon tour de table. Nicolas Béthoud, même question. Si on ne devait choisir qu'une seule et unique mesure. Il faut baisser les dépenses publiques pour baisser les impôts. Le pouvoir d'achat peut se relancer par la baisse des impôts. Vous dites la même chose, mais vous allez un peu plus loin. Oui, mais ça ne sert à rien de baisser les dépenses publiques pour baisser les dépenses publiques. Il faut baisser les dépenses publiques pour baisser les impôts, pour baisser la pression fiscale, pour donner du pouvoir d'achat, pour baisser le coût du travail. Si vous baissez les impôts, alors pas n'importe comment, pas cette remise à plat qui va mener tout le monde dans le mur, il faut baisser uniformément tous les impôts. Tous. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas une remise à plat fiscale? Parce que quand vous faites une remise à plat fiscale et que vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, vous êtes obligé, pour baisser les impôts des uns, d'augmenter ceux des autres. Et ça n'est plus possible. On est à un tel niveau d'exaspération fiscale qu'il faut baisser tous les impôts. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec un certain nombre des choses qui vient de dire. Oui. Mais voilà, mais je vais y revenir. Mais pour l'instant, je vous demande, on répond à ces téléspectateurs. C'est intéressant, c'est la mesure qui pour vous est essentielle. S'il en faut baisse des dépenses publiques et baisse des impôts à ajouter. D'accord. Vous dites quoi? Non, attendez, la baisse des dépenses publiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi remise en cause de services publics. On peut toujours améliorer de missions de l'État, oui. Et de missions de l'État. Certains acquis sociaux. Oui, mais je ne parle même pas, et on pourrait en parler longuement, de la situation des fonctionnaires. Je parle de missions de services publics. Oui. Bon, je parle du fonctionnement de l'hôpital public. Oui. Je parle de toute une série de choses. Baisser les dépenses publiques comme on le fait depuis des années de manière aveugle, 50 milliards sur 3 ans. Moi, j'attends qu'un ministre m'explique comment il va faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire de façon aveugle. Oui, c'est ce qu'il fait depuis 7 ans. Il faut remettre en cause en tous les cas une seule mesure. S'il en faut qu'une. Voilà, merci. Il faut Après, on débattra des. Oui, non, mais d'accord, mais il faut revoir les modalités de la construction européenne. Il faut. Oui, mais attendez. Très bien, chacun donne son. Mais si, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation, d'ailleurs, la quasi-totalité des syndicats européens demandent à ce qu'il y ait un plan de relance au niveau européen en termes d'infrastructures, d'investissement à hauteur de 2% du PIB, parce qu'on est dans une situation, et là, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Nicolas Béthoud, quand on baisse le coût du travail, et qu'on fait du dumping d'un pays à l'autre, tout simplement parce qu'on ne peut plus faire de dévaluation monétaire aujourd'hui. Et quand vous ne pouvez plus faire de dévaluation monétaire, qu'est-ce que vous faites? De la dévaluation interne par le coût du travail. Et on voit où ça conduit. Si l'Europe, la zone euro, est aujourd'hui une des zones dans le monde où la croissance économique est la plus faible, c'est aussi parce qu'on est dans des logiques d'austérité ou de rigueur. Relance par un grand plan au niveau européen, et puis des modalités. Il faudra bien rediscuter au niveau européen du rôle des banques, de la séparation de la spéculation. Voilà. Et aucun gouvernement aujourd'hui n'a la maîtrise des dossiers. Une bonne partie se décide au niveau européen. Baisse des dépenses publiques, baisse des impôts, relance par un grand plan, par exemple de travaux, en tout cas, une concertation européenne. Jean-Luc Duménil-Dubuisson. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit à la fois sur la baisse des dépenses publiques et sur la baisse des impôts. Première chose. Oui, absolument. Là-dessus, je pense effectivement que c'est indispensable. Et simplement, pour être un peu plus concret, revenir à au niveau de l'entreprise. Votre mesure, quand même.
s'il fallait une mesure, c'est améliorer l'environnement de l'entreprise. Et je prendrai 2 points dans cette mesure, ce qui me permettra d'en placer 2. La première, c'est faire en sorte qu'on instaure un taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les résultats réintégrés au capital des PME. J'ai pas compris. Ça a l'air un peu technique, mais ça l'est pas du tout. Ça veut dire que quand une entreprise... avec des mots les plus simples possibles. En clair, ça veut dire quand une entreprise fait des résultats, inciter cette entreprise à mettre ses résultats dans son entreprise plutôt que de distribuer, ce qui permettra de relancer l'investissement et d'améliorer le financement. Exactement. D'accord. Oui. Et pour faire en sorte que l'entreprise soit plus solide derrière. Vous voyez quand vous voulez, vous le dites normalement. J'essaye. Non mais est-ce que c'est pour être pour comprendre ce dont ont besoin nos PME, PMI que vous souhaitez défendre, il faut qu'on comprenne ce qu'elles nous demandent. Il y avait un autre point, pardonnez-moi. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, ça ne va pas nécessairement faire plaisir à Jean-Claude Mailly. Je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel si on veut relancer l'emploi. Pour que les chefs d'entreprise embauchent, il faut qu'ils puissent licencier et donc il faut davantage de flexibilité. C'est ce qui a été fait dans d'autres pays et c'est absolument essentiel. Les chefs d'entreprise n'embauchent pas, ont peur d'embaucher à l'heure actuelle parce qu'ils se disent quand on aura embauché quelqu'un, il sera impossible ou dans des conditions en tout cas très très difficiles pour faire partir les gens. Si on veut d'un côté embaucher davantage, il faut donner plus de flexibilité. Si vous voulez de la flexibilité, il faudra qu'on puisse accompagner ceux qui perdront leur emploi dans leur recherche d'emploi. Dans leur formation, et donc que vous payez des charges supplémentaires, enfin, même si elles se répartissent sur différents acteurs. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut très bien comprendre ce que vous nous dites. Mais je pense que si on posait la question aux chefs d'entreprise en leur disant, voilà, on va, quand vous allez embaucher quelqu'un, vous allez payer davantage de façon à pouvoir le faire partir plus facilement, et cet argent pourrait servir aux salariés derrière à retrouver plus facilement un job, je vous prends le pari que la majorité des chefs d'entreprise signeraient en bas de la feuille. Vous oubliez quand même une chose, hein. D'abord, le niveau de chômage. Les licenciements, ça existe. Il y a aussi un système qui s'appelle les ruptures conventionnelles. Ça fait quand même pas mal de dispositifs de flexibilité le niveau de chômage, qui existent. c'est précisément, on a parlé de l'investissement, et c'est aussi la crainte des chefs d'entreprise de recruter. C'est pas par hasard si la majorité des recrutements à l'heure actuelle se font en CDD, alors que l'essentiel des contrats de travail sont en CDI. C'est pas le fait du hasard, on sait très bien. Voire en stage. Non, on va pas consacrer, parce que ça nous éloignerait trop du propos de l'émission, mais je voudrais juste quand même que vous réagissiez à la gestion de la communication autour de l'emploi ou du chômage, comme vous voulez, du gouvernement depuis 2 ans. Bon. Est-ce que c'est pas incroyablement stressant, inutile, vain? On a besoin de savoir qu'on a des gouvernants qui essayent de se battre contre le chômage. Mais je veux dire, le sketch qu'on a vécu sur l'inversion de la courbe, la difficulté à dire les choses, est-ce que vous ne trouvez pas ça calamiteux, on pourrait presque dire, pour la psychologie du pays, puis leur image à eux? Bernard Vivier. Oui. Répétons-le, l'économie dans le monde crée des emplois. Bon, simplement, ça ne se crée pas massivement en Europe et en France. La Chine, cette année, va faire 7,7%, 8% de croissance, a fait une croissance à 2 chiffres. L'Inde, tous les ans, fournit 500 000 ingénieurs sur le marché du travail. Évidemment, le marché mondial, il crée de l'emploi. Donc, nous sommes dans une phase aujourd'hui de reprise de l'activité au niveau mondial. Et donc, si nous arrivons à créer à la fois une Europe solide, quitte à en redéfinir les modalités de fonctionnement, et si nous arrivons à avoir en France des dépenses publiques, je reviens sur mon leitmotiv, qui sont réduites, c'est-à-dire pas forcément avec des services publics au rabais, mais en évitant les empilements, en évitant que la même activité soit prise en charge ou par l'État ou par les collectivités territoriales, qu'il y ait des budgets des territoires qui soient en redondance avec les budgets de l'État. Si donc on redéfinit les missions de l'ensemble de la fonction publique, alors là, oui, on va pouvoir fonctionner, on va pouvoir avancer. On va pouvoir... Seulement 11% des Français font confiance aux partis politiques pour agir sur l'emploi. Vous vous rendez compte? C'est une enquête qui va être publiée. Enfin, c'est dramatique. Moi, ce que je trouve un peu dommage... On vote au municipal dans maintenant moins de 4 semaines et on vote ensuite aux européennes. Enfin, ce constat, il est catastrophique. Pour répondre à votre question, d'abord sur le constat en termes de communication, ce qu'il y a d'intéressant, il y a une enquête récente qui l'a montré, c'est que l'entreprise revient en force en termes de confiance dans l'esprit des Français. Donc ça veut dire que les gens ont compris que c'était par l'entreprise qu'on arriverait à créer des emplois. Ensuite, la deuxième chose par rapport à la politique qui est suivie, et ce n'est pas simplement du fait de ce gouvernement, c'est qu'on a trop souvent des allers-retours et on n'a pas suffisamment de cohérence dans les politiques qui sont suivies. Je vais prendre un exemple. Le gouvernement s'attache à dire qu'il faut créer davantage de conditions pour pouvoir créer des emplois. Oui. Dans le même temps, on a un texte qui est passé récemment au Parlement qui interdit
le travail à temps partiel en dessous, sauf cas de dérogation, en dessous de 24 heures. Ça veut dire qu'en France, demain, dans la majorité des cas, on ne pourra plus travailler à mi-temps. Franchement, on va à rebours de ce qu'il faut faire et ça va être absolument catastrophique. Dans le secteur de la propreté, par exemple, 70% des contrats de travail sont à temps partiel. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Oui, alors allez-y. C'est quand même un accord que vous avez signé. Hein. On a effectivement signé cet accord. Il fallait pas le signer. Hein. Avec une possibilité. Nous, on l'a pas signé parce que justement, il y avait des dérogations. Avec une possibilité dans l'accord, justement, de négocier avec les syndicats des accords pour permettre de sortir de cette durée de 24 heures. Le résultat des courses, c'est que nos amis syndicats ne souhaitent pas se mettre autour de la table et qu'on n'arrive pas parce qu'il n'y a qu'une seule partie et pour négocier, il faut être deux. Non, mais j'allais dire, c'est comme toujours en France. C'est-à-dire qu'il y a une loi générale et puis après, on applique à chacun ou à chaque secteur et peut-être à la limite à chaque entreprise les conditions qui vont faire que ça vit ou pas. Mais vous nous dites qu'on n'a pas de partenaire pour... Exactement. Sur cette affaire-là, oui, c'est exact. Oui, mais attendez, quand on a discuté, si vous prenez juste cette question, oui, parce que c'est intéressant. C'est un élément important. Oui, le temps partiel, c'est 4 millions de salariés à temps partiel. L'horaire clé, c'est 4 millions de salariés à temps partiel. L'horaire clé au dont départ, 2 millions en dessous de 24 heures. Oui, donc, et ces dont gens-là, qu'est-ce qui va se passer demain ? 30% qui sont sur des femmes et bien souvent en situation monoparentale en plus. Hein. Donc les femmes sont particulièrement concernées par le travail à temps partiel. C'est aussi le critère au-dessus de 20 heures. Entre le temps partiel subi ou évidemment celui-là, il faut améliorer les choses. Oui, mais on est parfaitement d'accord. En dessous de 20 heures, on n'arrive pas à acquérir des droits à la protection sociale. Donc il y a un minimum. Et vous savez très bien comme moi que dans beaucoup d'entreprises, y compris dans la grande distribution par exemple, nous avons pu négocier des accords où il n'y a pas de temps partiel en dessous de 30 heures. Ça existe aussi, ce genre de choses. Juste une remarque, ça m'intéressait beaucoup, mais on ne peut pas refaire autour de la table la négociation que vous n'avez pas faite. Je voudrais que Nicolas Bétou réagisse. Juste comment on fait dans l'hôtellerie-restauration quand on a besoin de quelqu'un pour servir au repas du midi et du soir. C'est pas 24 heures par semaine, comme on fait demain. Non, des gens le payent bien. Sur le sujet, Nicolas Bétou. Les gens le payent bien. Oui, mais on n'aura pas le droit, même en payant bien, on sera hors la loi. Nicolas Bétou. Vous avez posé une question que je trouve extrêmement grave et importante, qui est comment est-ce qu'on peut réussir à emmener les Français vers un changement politique, comment est-ce qu'on peut leur demander d'avoir confiance dans la promesse faite par tous les politiques de baisser le chômage. Vous vous souvenez de cette phrase qui était terrible de François Mitterrand qu'il a dû prononcer dans les années 80. Voilà. Contre le chômage, on a tout essayé. Non, on n'a pas tout essayé. Et au fond, les politiques de droite et de gauche ont souvent essayé, avec des inflexions plus ou moins importantes, des politiques qui, à la fin, sur un certain nombre de points, se ressemblent. Les emplois aidés, verser 3 milliards d'euros pour subventionner des emplois. Alors, on nous dit, c'est très important que les jeunes retrouvent du travail. Oui. Est-ce que c'est le meilleur qu'ils soient dans le circuit? Qu'ils soient dans le circuit. Mais est-ce que c'est le meilleur moyen? Est-ce que ce n'est pas un moyen, au fond, très provisoire et précaire? La preuve, d'ailleurs, le chômage des jeunes ne baisse plus. Hein, les chiffres du mois de janvier sont terribles. C'est vrai. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à retrouver des moyens de créer dans la population française, dans l'opinion publique, la confiance dans un certain nombre d'outils qui permettent de recréer de l'emploi. Et au fond, ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire cette façon que le gouvernement a de gérer en repoussant en permanence le terme à partir duquel, ça y est, la courbe va s'inverser et enfin l'emploi va revenir, cette façon de faire est, je trouve, totalement dévalorisante, et pour le gouvernement, et pour le monde politique en général, et pour les sujets économiques et sociaux. En tout cas, il y en a un sentiment d'impuissance. Impuissance. Voilà. J'ai noté une phrase de Michel Sapin qui est une sorte comment dire, une façon de rendre les armes. On ne peut pas accepter de vivre dans un pays qui a plus de 3 millions de chômeurs. Ben non, on ne peut pas. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Pour l'instant, rien. Et donc, je trouve que, en tout cas, rien d'efficace. Ils ont essayé une méthode que vous remettez en cause. Et maintenant, ce qu'on a bien compris dans notre reportage, c'est que le bébé est filé aux entreprises. Mais regardez, c'est ça qui est terrible. Gattaz et Duménil-Dubuisson qui sont responsables. Oui, mais c'est ça qui est terrible. C'est que François Hollande explique que le tournant de son quinquennat, désormais la pierre autour de laquelle tout se bâtit aujourd'hui, c'est le pacte de responsabilité. Oui. Très bien. Comment le défend-il? Qu'en dit-il? Comment est-ce qu'il va partout pour essayer de prêcher ça, de convaincre les gens? Il est, sur le pacte de responsabilité, quasiment silencieux depuis le 14 janvier. Ça fait 6 semaines qu'il a décrété... Il attend quand même déjà que le MEDEF et les syndicats négocient. Mais c'est trop facile. Non, mais... Si c'est ça son sujet... Mais non, mais pardon. Si c'est ça... Moi, je parle d'un discours politique. Vous me posez une question politique. La politique, c'est comment est-ce que je fais pour faire que les gens à qui j'ai essayé de vendre ce qui est le tournant du quinquennat
le croient. Et non pas comment est-ce que je fais pour piéger les syndicats et le patronat en leur disant c'est votre problème maintenant. Et si vous échouez, c'est vous qui échouerez. Si la question c'est comment est-ce que le politique peut réussir à redonner de la confiance dans la capacité de ce pays à créer de l'emploi, c'est aux politiques de faire le boulot. C'est donc à François Hollande, qui est silencieux depuis 6 semaines sur le pacte de responsabilité, de faire le boulot. S'ils échouent, vous pensez que les syndicats seront capables de dire oui, nous avons notre part dans l'échec? J'attends après pour la bonne bouche de poser la question à Jean-Claude Meilly, mais je vous la pose à vous, Bernard Vivier. Dans le débat sur le pacte de responsabilité. Très clairement, on voit bien aujourd'hui la manœuvre qui est politique ou même politicienne. Le pacte de responsabilité, c'est une façon pour l'État de se désengager de la promesse qu'il avait formulée, ou le gouvernement qui avait formulée il y a 2 ans, grâce à nous, le chômage va reculer. C'est exactement la même erreur qu'avait faite Nicolas Sarkozy, qui lui aussi s'était engagé sur cette question-là. Tout simplement parce que nos gouvernants de droitière, aujourd'hui de gauche, oublient simplement une chose, à chacun son métier et les vaches seront bien gardées. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'État de créer les emplois. Période de salon de l'agriculture, ça s'entend. Exactement. Oui. Ce n'est pas à l'État de créer les emplois et de s'approprier le rôle de relanceur de l'économie. Il doit relancer les conditions qui vont permettre aux vrais acteurs, par la négociation, par l'effort, par des aménagements concertés, d'agir. Vous savez, les acteurs, ils agissent. Il y a eu l'an dernier, en janvier, un accord sur la sécurisation de l'emploi. Oui. On est d'accord, on n'est pas d'accord sur cet accord. Mais en tout cas, il a été lancé. Il vient d'y avoir un accord sur la formation professionnelle continue. Oui. Il a ses imperfections, il a ses vertus. Mais pourquoi donc, dans notre pays, faut-il attendre 6 mois pour qu'une loi traduise dans les faits et permette la réalisation de l'accord sur la sécurisation de l'emploi? Pourquoi aujourd'hui l'accord sur la formation professionnelle qui date de décembre n'est toujours pas applicable dans les entreprises? Parce que l'État contrôle tout. Voilà. Et donc, si on a une communication qui s'approprie la fabrication de l'emploi, eh bien, nous aurons des errements. Et nous avons aujourd'hui une société qui, reprenons les expressions des observateurs, disent « nous vivons une dépression collective ». Le CEVIPOF de sciences politiques dit ça. Nous avons une résignation rageuse, c'est l'association entreprises et personnel qui le dit. Nous, à l'IST, on parle de lourdeur sociale, c'est-à-dire un manque de confiance dans les politiques. Et ça se paye un jour ou l'autre dans les urnes. Je vais vous donner la parole. Auparavant, on va aller faire un tour du côté du patronat. Le pacte de responsabilité est désormais, on vient de vous le rappeler, le cœur du projet présidentiel de François Hollande. Un pacte où le rôle du patronat lui-même est central, avec le premier d'entre eux, le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Un homme dont les affirmations chiffrées ont varié, et on le comprend quand le Haut Conseil pour la protection sociale annonce lui-même que ces simulations porteraient sur la création unique de 300 000 emplois sur 5 ans si le pacte de responsabilité est appliqué. Pierre Gattaz, lui, continue pourtant de porter son fameux badge à 1 million d'emplois. Voici donc le reportage, excusez-moi, de Lise Barcellini et David Lemarchand. Solidaires et heureux d'être arrivés à Paris, les membres du collectif Sauvons les entreprises marchent depuis leur départ de La Rochelle le 2 février. Des petits artisans et patrons inquiets venus demander des actes au gouvernement. On demande une baisse des cotisations sociales tout de suite parce qu'on n'en peut plus. Et après, on a aussi des solutions pour nos salariés. On a une solution qui dit on baisse de 30% les charges patronales. Sur les 30% qu'on baisse, on en reverse 15% à nos salariés. On relance le pouvoir d'achat, on relance l'embauche. Pourquoi ils ne le font pas? Redonner confiance aux entreprises, petites et grandes, c'est le pari de François Hollande en 2014. Et pour cela, une arme, le pacte de responsabilité. Un pacte dont l'idée vient du MEDEF et de son président, Pierre Gattaz. Le pacte de responsabilité est l'aboutissement d'ailleurs des idées de ma campagne, puisque j'ai mis un pacte de confiance sur la table du président de la République en novembre, basé sur la création d'1 million d'emplois nets. C'est un objectif, ce 1 million d'emplois, ce n'est pas un engagement de résultat. 1 million d'emplois, un chiffre qu'il arbore à sa boutonnière, mais auquel même lui ne semble pas vraiment croire. Ce sont des objectifs, ce ne sont surtout pas des engagements, je le redis. Et nous allons en effet dire, eh bien pour créer 30 000 emplois dans tel secteur, dans telle filière, il y aura des verrous à lever, qui seront des verrous fiscaux, ou sociaux, ou réglementaires, ou environnementaux. Nous allons mettre sur la table ces verrous, avec les partenaires sociaux. En quelques semaines, Hollande, le candidat socialiste du discours du Bourget, est devenu le président des patrons.
Une alliance de circonstances, comme une carte ultime, car sans Gattaz et le MEDEF, pas sûr qu'il puisse tenir son pari. Non, ça n'est pas possible aujourd'hui à François Hollande de penser que la courbe du chômage pourrait se retourner durablement sans véritablement une approche très confiante, une approche très positive, très dynamique des entreprises françaises et du patronat. Alors évidemment, par rapport à la question, c'est de dire est-ce que Pierre Gattaz fait l'emploi dans les entreprises? Ça, c'est moins sûr. Pierre Gattaz n'aurait donc pas toutes les cartes en main. Le MEDEF, c'est 350 000 adhérents, mais le gisement de création d'emplois en France réside surtout dans les petites et très petites entreprises. Alors si François Hollande a joué la carte Gattaz, c'est sans doute aussi parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. François Hollande veut relancer la croissance aujourd'hui. Il pense que ça passe par un meilleur état d'esprit des chefs d'entreprise. Donc il leur propose de leur donner une réduction de charges en échange de la création d'emplois. Ça lui permet de relancer la croissance en France. Est-ce qu'il aurait pu faire autrement et ne pas accepter ce deal que proposait le MEDEF entre vous me baissez les charges et je crée des emplois? C'est peut-être difficile en ce moment puisque la France est prise dans une contrainte européenne qui fait qu'après que l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, aujourd'hui le nouveau gouvernement italien baisse les charges dans leur pays, eh bien, si la France ne suivait pas le mouvement, on aurait perdu en compétitivité par rapport à nos principaux concurrents européens. Allègement de charges contre combien de création d'emplois? La balle est dans le camp des partenaires sociaux. Les négociations débutent demain au siège du MEDEF. Comment ça va se passer? Parce qu'on se rend compte que finalement, tout le monde est d'accord sur l'objectif, mais personne n'est d'accord sur les moyens, si je puis dire. Attendez, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où le président de la République annonce ex abrupto le 31 décembre, voilà un pacte de responsabilité qui donne le sentiment, ou plus que le sentiment, il donne, je réponds à une revendication des employeurs et notamment du président du MEDEF. C'est ça le signe qu'il donne. En même temps, il doit penser, je vais satisfaire les marchés financiers. En même temps, il annonce des baisses, même si la mécanique n'est pas complètement bouclée. Permco, il dit, ben, elle est pour le social, elle est discutée avec les syndicats. Sauf que quand on vous dit, voilà, ça, c'est annoncé, maintenant démerdez-vous derrière, pardonnez-moi l'expression, tout en sachant que d'obliger à la création d'emplois, ça n'est pas possible. D'obliger à des augmentations de salaire, ça n'est pas possible. Alors demain, on va discuter de quoi? De la qualité de l'emploi, de la modernisation du dialogue social, de la carrière des militants syndicaux. Vous croyez que de voir si les militants syndicaux doivent avoir une meilleure carrière que d'autres, enfin, c'est se moquer du monde. On n'est pas dans ce genre de truc aujourd'hui. Donc demain, ça va. Bon, en tous les cas, mon organisation, nous, on ne rentre pas dans cette logique-là. Comme je dis, on ne peut pas outer sur cette affaire. Mais les responsables politiques, quels qu'ils soient, y compris le président actuel, quand il est en campagne, qu'est-ce qu'il dit? Je vais renégocier le pacte budgétaire européen. Il est élu, il l'a renégocié? Non. Alors après, il n'ose pas dire, quel qu'il soit, il n'ose pas dire qu'ils n'ont plus les manettes. Qu'une partie des manettes leur échappe au niveau européen. Et après, on est dans la situation où on est. Alors, il y a des choses à faire, mais en tous les cas, pour ce qui nous concerne, et faut en tous les cas, cette pacte de responsabilité. Écoutez, il a pris un engagement avec M. Gattaz, et qu'il assume sa responsabilité avec M. Gattaz. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, oui, pardonnez-moi, mais même si ce pacte de responsabilité vous échappe en partie, je comprends très bien ce que vous nous dites. Non, mais j'y crois pas en plus. Mais, vous pouvez prendre la responsabilité de ne pas du tout aider à la machine. Ce que je veux dire, c'est, vu la gravité des circonstances, on a envie de dire que et la politique politicienne et le syndicalisme syndical ou patronal, vous voyez, au sens péjoratif du terme, peuvent plus être de la partie. C'est qu'il va falloir au minimum trouver quelque chose. Attendez, on va nous dire dans telle branche, voilà, tiens, on a un objectif X milliers d'emplois. Mais c'est un objectif, bien entendu, on ne peut pas s'engager à plus. Et dans 1 an ou 2 ans, on fera le point. Et s'il y a une augmentation de l'emploi, ce que tout le monde peut souhaiter, ça sera dû à quoi? C'est parce qu'il y aura une reprise de la croissance qu'on peut souhaiter ou pas. Les 300 000 emplois évoqués, c'est du calcul au doigt mouillé. Comment voulez-vous qu'on calcule ça? C'est quand même curieux. 10 milliards d'allègements feraient 300 000 emplois sur 5 ans, quand 20 milliards de CIE ferait le même chiffre. Ça veut dire que c'est 2 fois plus rentable. Ça ne tient pas la route, c'est du doigt mouillé, ça ne peut pas être autrement. Donc à partir de là, penser que ça va jouer sur l'emploi, ou alors c'est de dire, on est dans une logique qui est une logique comme d'autres pays, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'était expliqué par l'économiste, et puis allez, on espère que ça va repartir ailleurs, et que la mécanique va repartir, et puis comme ça on sera dans le train. Voilà, mais c'est pas très responsable d'une manière ou d'une autre. Bernard Vivier.
Oui, cette affaire de pacte de responsabilité, elle s'annonce très limitée dans ses effets, pour une raison d'abord financière. Il y a 30 milliards, dont 20 milliards de CICE, de crédit impôt. Donc rapporté à 1000 milliards d'euros de masse salariale, à peu près, c'est une goutte d'eau si on ne cible pas. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est que on va négocier entre patronat et syndicats, mais là encore, c'est un étage de négociation qui n'est pas le vrai décideur. Une entreprise n'embauche que s'il y a des carnets de commandes. Et comme le disait naguère, ça veut dire il y a peu de temps, excellemment Jean-Claude Maillet, tout le reste c'est communication et falbala. Fin de citation. Il l'a dit. Donc on peut se dire aussi simplement, on est entre nous, c'est compliqué, on va essayer de se faciliter les choses. Moi je sais pas, non, ça vous paraît invraisemblable ce que je vous dis? Je peux prendre un seul exemple par exemple. Un seul exemple. Ça fait longtemps qu'on demande. C'est l'exemple qui fait tout, en effet. Oui, non, mais non, on en a encore rediscuté avec le patronat il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on travaille sérieusement, par exemple, sur les relations donneurs d'ordre sous-traitants? Est-ce qu'on travaille sérieusement entre les entreprises donneurs d'ordre, les entreprises sous-traitantes, etc. Ce que font d'autres pays, ce que sait faire l'Allemagne. Ce qui se fait très largement en Allemagne. Oui, tout à fait. Oui. Bon, c'est une des faiblesses françaises. Bah, écoutez, ça fait des années qu'on demande ça et le MEDEF a toujours dit non. Voilà. Bon, par exemple, ça peut être efficace en termes d'emploi. Vous savez, moi, on m'a expliqué récemment. On peut traduire ce dont il s'agit exactement. Peut-être appliquer à une branche que vous connaissez. Juste un exemple qu'on m'a cité. C'est un employeur qui m'a cité ça, un chef d'entreprise il n'y a pas longtemps. Les Français, quand on va à l'export, voilà, on part, on fait un beau buffet. Tout le monde est bien content, on vient boire un coup, etc. Les Allemands, non, mais c'est pas désagréable voilà, je suis pour aussi. Les Allemands, ils viennent avec leurs sous-traitants, etc. Ils forment un pack, ils présentent le truc, etc. Bon, voilà. Pourquoi on fait pas ça? Ça peut être efficace pour l'emploi. On peut développer cet exemple-là pour peut-être sur de ce qu'il s'agit. Les relations donneur-d'ordre sous-traitant. Ce dont il s'agit, c'est effectivement. On l'applique à une branche très précise, peut-être pour voir. Non, prenons. C'est en réalité plutôt les relations entre les grandes et les petites entreprises. Donc on a une grande entreprise qui est un grand donneur d'ordre, qui emploie des dizaines de milliers de salariés, qui travaille avec des sous-traitants, tout simplement parce qu'elle a besoin de ses sous-traitants. Et évidemment, les sous-traitants ont aussi besoin de la grande entreprise. Il faut dire les choses de A jusqu'à Z. La difficulté qu'on a, c'est que la grande entreprise arrive vers la petite et dit écoutez, voilà, je suis prêt à passer un contrat avec vous, on va s'engager sur 1 ou 2 ans, voilà, pour la fourniture de tant de pièces à tel montant. Donc la petite boîte s'organise, elle fait des investissements, elle recrute des gens. Et puis, au bout d'1 an et demi, la grande entreprise arrive et dit écoutez, monsieur, je suis désolé, mais moi, c'est 15% de moins parce que sinon, je vais faire fabriquer en Roumanie et là-bas, c'est 20% de moins. Vous prenez pas. Bon, la petite boîte, soit elle prend et elle risque de bouffer tout simplement la grenouille, soit elle prend pas et elle est morte aussi. Voilà, c'est ça qui est inadmissible. Donc il faut qu'on passe d'une logique. Ça se pratique beaucoup, ce que vous malheureusement, ça arrive. Attendez, parce qu'il est très clair. Oui, ça arrive beaucoup. Et donc ce dont on a besoin, et c'est ce que font davantage nos amis allemands, c'est de passer d'une logique de sous-traitance à une logique de co-traitance. Et c'est pas simplement des mots. Ça veut dire que l'intérêt de la grande entreprise, c'est de sécuriser les petites entreprises avec qui elle est appelée à travailler. En gros, on n'est pas client, on est partenaire. Exactement. Oui. Mais ça se fait comme dans un couple qui va bien. Mais c'est un intérêt commun. C'est pas simplement du discours ce qu'on dit là. Et peut-être qu'il faut l'organiser. Peut-être qu'effectivement il faut prévoir les conditions de rupture. Une des grandes forces des entreprises allemandes, même à l'échelle régionale. Alors, Nicolas Bétou. C'est une des grandes forces de l'économie allemande au sens large, mais vous comprenez bien que ça ne peut pas être dans un pacte de responsabilité. Ça permet à un démocrate de dire les Allemands chassent en meute. Donc, ce qui me fait toujours rire. Oui, ça n'a rien à voir avec le pacte de responsabilité. Donc vous voyez bien que les sujets qu'on évoque là ne sont pas des sujets qu'on peut mettre en négociation pour essayer de bâtir quelque chose qui fasse que le contexte général dans la relation entre syndicats et patronat permette de créer des emplois. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et donc, à votre question, est-ce que le pacte de responsabilité... Non, mais on peut les identifier et les régler par la même occasion. Oui, très bien, mais ça, c'est des sujets de long terme qui ont déjà été identifiés depuis longtemps, qui ont rarement donné des résultats, mais qui reviennent régulièrement dans les argumentaires des uns et des autres. Donc il n'y a pas une découverte aujourd'hui sur le problème de la sous-traitance. C'est un problème assez classique et qui est d'autant plus pesant et violent quand on est, comme en France, dans des périodes soit de récession, soit de très faible croissance. Tout le monde tire sur les prix. Et je vous rappelle qu'on a très peu d'inflation, ce qui c'est bien le signe que toute la chaîne a fait des efforts sur ses tarifs. Bon, pour le reste, sur le pacte de responsabilité, il faut quand même se souvenir de ce qui s'est passé le 14 janvier. Le 14 janvier, le président de la République annonce 30 milliards. 30 ou 35 d'ailleurs. C'est assez flou. Il dit 2 fois des chiffres différents.
Et puis il dit, après tout, c'est aux syndicats et au patronat de négocier sur quoi vont porter ces 30 à 35 milliards. Et puis on comprend à la faveur d'une question que ces 30 et 35 milliards, c'est pas 30 à 35 milliards de plus, ça inclura, enfin ça dépendra de ce que voudront les partenaires sociaux, le CICE. Et donc le flou qu'on a aujourd'hui sur quelle est l'efficacité de ce plan, il vient de l'origine, de la manière dont il a été exposé. C'est un plan qui est flou, produit sur un programme qui est flou et qui ne peut pas donner de résultats, puisque de toute manière, c'est aux partenaires sociaux, du coup, de rendre le trait de crayon clair. Mais non, pas du tout. Le sujet, il est lequel? Il est que depuis des années, et singulièrement depuis 22 mois, c'est-à-dire depuis que ce gouvernement est au pouvoir, les charges des entreprises et les impôts qui pèsent sur le travail ont considérablement augmenté. Et donc on est dans une logique assez barbare dans laquelle le gouvernement dit « Bon, bien sûr, je vous ai augmenté tous vos impôts par dizaines de milliards, impôts et charges, par dizaines de milliards. Maintenant, débrouillez-vous pour trouver un accord pour qu'on les baisse sur 3 dizaines de milliards. Et si on les baisse, alors il nous faudra des contreparties. » Vous voyez bien que c'est un jeu de dupes. Ça ressemble à ça, vu de l'intérieur? On ne peut pas aller aussi loin que ça. Mais c'est quand même ça, les chiffres. Hein. D'accord. Les chiffres sont mais malgré tout, c'est quand même un tournant dans l'esprit de la politique qui est menée. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. D'accord, mais il faut les actes... dire les choses. Alors maintenant, on attend effectivement les actes. Et puis quant à la notion de pacte de responsabilité, les gens qui sont responsables, ils se font confiance. Et là, quand on nous demande des contreparties, des objectifs mesurables, etc., on n'a pas l'impression qu'on fasse vraiment confiance aux entreprises. Et si on ne fait pas confiance aux entreprises, ça ne repartira pas. Un dernier mot de Bernard Vivier, on découvre le dernier reportage. Oui, il y a un point positif sur ce pacte de responsabilité, c'est que ça engage le gouvernement à continuer à aller dans la voie, dans la ligne qu'il a fixée, c'est-à-dire une relance de la machine économique française par une réduction des charges, des coûts qui pèsent sur les entreprises. Et donc là, il y a un engagement. François Hollande, le président de la République, n'est pas devenu social-démocrate et favorable à la relance de l'économie par l'offre le 31 décembre au moment des vœux. Il l'a toujours été. C'est un homme disciple de Jacques Delors, donc il va toujours dans cette direction. Ce qui est important, c'est que Pierre Gattaz, qui est apparu dans les premiers mois de sa présidence comme un président de combat, c'était son slogan, il rejoint en ce sens et donc il encourage aussi le président de la République. Il l'a dit, je cite, « On est d'accord, en parlant du président de la République et de lui, pour monter la montagne ensemble et je suis d'accord pour escalader l'Everest avec lui. » Et puis, il a dit depuis, à condition que ce ne soit pas la butte aux cailles. Bien. Donc, mais ça encourage, c'est-à-dire ça ouvre vers des mesures fiscales, vers des mesures pour les entrepreneurs, vers des mesures très difficiles, comme les intermittents du spectacle, que seul un gouvernement de gauche peut prendre. Le gel des dépenses publiques au niveau, finalement, de 2014. Est-ce que nous irons jusque-là ? C'est la feuille de route qui ne s'ouvre pas encore pour le gouvernement. Et après, vraiment un tout petit exemple, et je ne peux pas vous donner le chiffre parce que normalement il est sous embargo jusqu'à demain matin. En ce moment, les hôpitaux et les cliniques sont en train de négocier leurs tarifs pour l'année. Oui. On dit aux hôpitaux, vous avez droit à telle augmentation. On dit aux cliniques, vous avez droit à une augmentation moins forte parce que vous avez le CICE. Et donc, l'administration est en train de reprendre sur les augmentations de tarifs ce qu'elle vient d'accorder sur le CICE. C'est pour l'instant, même si je suis d'accord avec vous, le vocabulaire... Qui est on dans ce que vous dites? L'État, l'administration. Ah, d'accord, oui. Le ministère de la Santé. Oui. Et donc, oui, il y a un changement de vocabulaire, la pratique n'a pas changé. Nicolas Bétou, ce que nous, on a demandé, c'est qu'en plus, ça s'accompagne d'un moratoire. C'est-à-dire qu'on ne nous dise pas simplement on va alléger les coûts, qu'on s'engage en même temps à ne pas les augmenter par ailleurs. Parce que sinon, on connaît bien la machine, on nous donne d'une main, on reprend l'autre. Les hôpitaux, ça mériterait un débat. Coup de projecteur maintenant sur un phénomène mineur, mais récemment mis en lumière par la Cour des comptes. On en parle souvent, la fameuse fraude à l'assurance chômage. 100 millions d'euros sur 33 milliards. C'est le chiffre de 33 milliards qui devrait nous interroger. La fraude dite subie, c'est comme ça qu'on l'appelle, a été multipliée par 6 en 5 ans. La Cour regrette que seuls 7% des fraudes fassent l'objet de plaintes en justice. 150 personnes y travaillent à Pôle emploi avec l'aide des services sociaux et de la police. Marie-Laurent, Margot Chouraki et Dominique Lemarchand. Ils ne sont qu'une petite minorité, mais leur nombre a explosé pendant la crise. Inscrit à Pôle emploi depuis quelques mois, ce jeune homme touche une allocation, mais continue son activité d'ouvrier du bâtiment non déclarée. Je suis retombé à 750 € d'allocation par le Pôle emploi, et en travaillant 7 ou 8 jours,
Ça me permet d'avoir à peu près la même paye que celle que j'avais en entreprise. Je retombe à 1 700 €. Sans trop s'exposer ou en travaillant avec des gens qu'on connaît, on peut faire ça sans trop risquer, je pense. Faux chômeur, un statut qui offre plusieurs avantages. C'est de pouvoir ne pas payer d'impôts, du coup, du fait d'avoir un salaire beaucoup moins élevé, d'avoir des allocations pour mon logement que j'aurais pas eu si jamais j'étais payé au salaire que j'étais payé l'année dernière. Des abus dans le viseur de la Cour des comptes, car Pôle emploi les repère de mieux en mieux. Près de 60 millions d'euros de fraude subie en 2013, c'est 6 fois plus qu'en 2009, mais dans le même temps, près de 42 millions d'euros d'escroqueries ont pu être évités. Bel effort, mais peut mieux faire, concluent les sages de la rue Cambon. Si Pôle emploi a fait de sensibles efforts pour lutter contre la fraude aux cotisations et aux indemnisations chômage, beaucoup reste à faire pour mieux cibler les contrôles, utiliser les données disponibles et rendre les sanctions plus rapides et plus efficaces. Pour détecter la fraude, Pôle emploi pourtant s'organise. Près de 150 auditeurs traquent les faux chômeurs à travers tout le pays, sur la base de signalements souvent venus de l'extérieur. Gendarmerie, police ou sécurité sociale. Il y a la reprise d'activité non déclarée, il y a la fausse attestation d'employeur, il y a l'attestation d'employeur falsifiée par rapport soit à une période d'activité, soit à un montant de salaire. Et la production de faux documents se banalise, comme l'illustre cette saisie policière. Voilà, alors là vous en avez tout plein. Sous scellé, faux titre de séjour, faux permis de conduire, tout l'attirail du parfait faussaire pour l'obtention de vraies prestations. Alors là vous avez tiré une fausse fiche de paye par exemple, comme Pizzaiolo. Fausse fiche de paye qui naturellement va permettre d'accéder à des prestations sociales. Hein. Ça c'est évident. Pour mieux lutter, Pôle emploi explore de nouvelles voies. Le pistage des internautes via leur adresse IP ou encore le data mining déjà utilisé par la CAF, un recoupement de données entre différents organismes pour mieux repérer les potentiels fraudeurs. On peut envisager qu'un demandeur d'emploi soit convoqué, il envoie en fin de compte un courrier en disant « je ne suis pas libre le jour de la convocation parce que je suis malade ». Bon, et il envoie un certificat médical. Bon. Il est reconvoqué un mois après, à nouveau, c'est plus lui qui est malade, mais ça peut être l'enfant. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte aussi, puisqu'on observe en fin de compte ces comportements, on a pu se rendre compte que souvent ces personnes-là, soit elles retravaillaient et elles ne l'avaient pas déclaré, soit elles avaient quitté momentanément le territoire et elles avaient omis aussi de le déclarer, mais volontairement. Dans les faits, seuls 7,5% des dossiers déclenchent des poursuites pénales, un chiffre jugé très insuffisant par la Cour des comptes. Alors, on est typiquement sur un sujet tabou dont on a toujours du mal à parler, et en fait, on se rend compte que les chiffres sont très intéressants. Ça existe, c'est ultra minoritaire, ça augmente visiblement, et il y a des gens qui s'en occupent. Enfin, voilà. Est-ce que vous pensez que le résumé que je viens de faire correspond à la réalité? Oui, non, mais attendez, qu'il faille lutter contre les fraudes d'où qu'elles viennent. Ça peut être des individus, ça peut être aussi des entreprises, ça peut être... Bon, c'est vrai dans le domaine de l'assurance chômage, comme ça peut être vrai dans le domaine de la sécurité sociale ou de l'impôt. Bon, ça, on va pas être contre le fait qu'il faille lutter contre les fraudes, c'est une évidence. Maintenant, dans tout système, il y a des fraudes, hein. Ça, on n'aura jamais le système parfait. Maintenant qu'il faut lutter contre, c'est évident, mais vous rappelez vous-même, l'estimation c'est 100 millions sur 33 milliards. Oui. Alors 100 millions c'est certes important, il faut les réduire au maximum, les fraudes à l'impôt sont beaucoup plus importantes. Mais en même temps, il ne faut pas non plus stigmatiser la population au chômage en disant, voilà, la plupart et la quasi-totalité des gens qui sont au chômage, vous savez, quand on voyait l'évolution du chômage, Nicolas Bétou disait à juste titre, le chômage des jeunes s'est stabilisé et baisse pas. Mais quand on regarde aujourd'hui le chômage des seniors, et le fait que de plus en plus de gens de plus de 50 ans se retrouvent avec 470 € par mois, ça c'est pas vivre, c'est survivre. Et que l'allocation équivalent retraite n'est toujours pas rétablie, par exemple. Voilà, ça c'est plus important. Il me semble que maintenant il y a un problème, il faut lutter contre, c'est évident. Bernard Vivier ? Oui, c'est important de découvrir, pour certainement beaucoup d'entre nous, qu'il y a des services qui traquent la fraude. Oui. Et ça, c'est vraiment important parce que la fraude... Et qu'Internet donne visiblement un sérieux coup de main. Oui, parce que la fraude, effectivement, pénalise les salariés
qui ne reçoivent pas des allocations retraite, des droits à la retraite, etc., pénalisent aussi les entreprises honnêtes. Donc on le voit, il y a des secteurs professionnels qui sont plus touchés que d'autres, et des chefs d'entreprise ne peuvent que se féliciter d'avoir des systèmes de répression, de détection et de répression de la fraude. Maintenant, il y a 3 types d'activités. Un, il y a le crime organisé, avec des faux papiers, des transferts. Bon, ça c'est vraiment, c'est important. Pour un chiffre d'abord, il y a 65 000 entreprises contrôlées à peu près en France. Et sur ces 65 000, il y en a à peu près 12 000 qui sont en faute. Donc là-dessus, il y a effectivement les criminels, il y a ceux qui ne sont pas contrôlés, ils ne sont pas dans les 65 000, c'est toute la fonction publique. Il faut aussi regarder la fraude dans la fonction publique. Il y a des fonctionnaires qui sont comme tous les Français. C'est pas de faire la chasse aux fonctionnaires. Non. Simplement, ça touche tous les Français. Il n'y a pas que la fraude dans le secteur privé. Et puis, il y a cette zone grise d'entreprises qui n'ont pas bien appliqué une réglementation devenue très complexe. Les cotisations URSSAF, les dégrèvements, un chef d'entreprise, notamment un artisan, il n'y comprend plus rien. Se faire aligner en toute bonne foi, commettre un acte qui n'est pas correct en toute bonne foi, ça existe. Et puis, vous avez également des mesures législatives qui font que l'impôt tue l'impôt, l'emploi les services à la personne, l'emploi à domicile. On est revenu sur des dispositifs, on a vu le travail au noir grimper, on est en train de le voir grimper aujourd'hui, tout simplement parce que les employés de maison deviennent à nouveau payés à la main. Et on ne les déclare plus. Et ça prend une proportion grandissante. Les professionnels du secteur sont très inquiets. Deux choses. Je pense qu'effectivement, il faut distinguer entre les fraudeurs de manière consciente et puis ceux qui sont piégés par la réglementation. Ça, on est d'accord. Par contre, la fraude est quelque chose d'absolument inacceptable. Et même pour les entreprises, ça crée une distorsion de concurrence qu'on ne peut vraiment pas supporter. Il y a un point supplémentaire dont je voudrais parler, c'est celui d'une forme de fraude et de façon parfaitement légale. C'est ce qu'on appelle les travailleurs détachés. Oui. C'est un système européen qui existe de manière parfaitement légale, qui permet de faire venir en France des travailleurs provenant d'autres pays de l'Union européenne avec des conditions de protection sociale qui sont celles de leur pays d'origine. Donc là, ça crée une distorsion de concurrence parfaitement légale. Donc ce n'est pas de la fraude en tant que telle, mais très franchement, on pourrait l'assimiler à de la fraude. Et il va bien falloir que... C'est pas de la fraude aux allocations chômage, quand même. Pas... Non, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça, par rapport à la protection sociale... Là, la France a obtenu, et c'est Michel Sapin qui a obtenu une amélioration de ce système à Bruxelles. Pas suffisante, mais... Non, vous venez de créer quelque chose qui est légal, mais que vous évaluez dans ses conséquences comme étant... Non, c'est parfois illégal aussi. Oui, parce qu'il y a des détournements. Enfin, nous avons consacré des reportages à ça, notamment dans le transport, où c'était évident. Mais un dernier mot là-dessus, parce qu'il faut que je passe au SMS. Sur le sujet, quand même, deux choses. Un, les derniers mots de votre reportage étaient très édifiants. Il n'y a quasiment aucune poursuite sur les fraudes. Oui. C'est peut-être un des sujets qu'il faut aborder. 7,5, c'est une des choses que relève la Cour des comptes. Par ailleurs, je pense qu'il faut distinguer les fraudes, et personne ne peut justifier la fraude, et les abus, qui sont, au fond, une manière pour certains, y compris des entreprises, de jouer avec la réglementation et profiter du fait qu'il y a une manière, par exemple, de faire partir un salarié âgé, de le mettre au chômage et de lui faire la jonction avec une pré-retraite, etc., etc. Oui. Ça, on a tous entendu parler de ça. On a tous entendu parler de ça. C'est pas de la fraude. C'est, disons, une interprétation un peu extensive de ce qu'est le système social. Oui, une sorte de détournement. C'est probablement un sujet qui est plus difficile à adresser, comme on dit, mais qui est un endroit dans lequel il faudrait faire sûrement un peu plus de discipline. Allez, quelques questions SMS. Ne renforçons pas les contraintes. Hollande aura-t-il le courage de mener une politique économique cohérente et de se mettre à dos les syndicats? Vous en pensez quoi, vous? L'avenir le dira. Et vous êtes pour? On peut pas opposer. Là, on a l'impression qu'on a une ébauche de dialogue. On s'est dit, ah tiens, c'est bien, ils vont se parler. Et puis, attends, je termine ma remarque, et après, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas envie de parler la même langue. Donc, ça, On a un intérêt qui est commun. Cet intérêt, c'est comment on fait pour redynamiser l'investissement et faire repartir l'emploi. C'est ça le vrai sujet. Après qu'on ait des approches un peu différentes, mais on ne doit pas être dans une logique d'opposition, mais de discussion. C'est ça. C'est ça l'enjeu. Il est le même pour tout le monde, me semble-t-il. Le pacte de responsabilité étant un fusil à un coup, que restera-t-il à François Hollande en cas d'échec ou de résultats décevants? Bernard Blivier. Peu de choses, malheureusement. Peu de choses, et pour avoir probablement laissé les syndicats sur le bord du chemin dans le pacte qu'il a noué avec les organisations patronales. Parce que ce pacte aurait pu, comme on le voit dans d'autres pays européens, on utilise cette expression de pacte social, pu embarquer dans une même dynamique, mais vraiment collective,
patronat, gouvernement et syndicats. Et s'il échoue dans son duo avec le patronat, il aura du mal à récupérer les syndicats. Bernard Vivier, juste un mot quand même, il faut dire les choses. Le MEDEF est une organisation essentielle, ça n'est pas la seule dans notre pays. Il y a la CGPME, présidée par Jean-François Roubaud, qui a découvert le soir des vœux du président de la République l'existence du pacte de responsabilité. Disons les choses. M. Gattaz on ne peut pas simplement dire que ça a été une négociation directe entre les organisations patronales. Il faut aussi quand même... Pierre Gattaz le savait avant et pas la CGPME. Posez-lui la question. Donc vous annoncez que vous allez divorcer entre la CGPME et le MEDEF. On n'a jamais été mariés. Pourquoi parle-t-on si peu de Michel Sapin? Sa responsabilité n'est-elle pas grande dans la situation actuelle? Sa responsabilité est probablement assez importante parce qu'on comprend maintenant que c'est lui qui a vendu, entre guillemets, à François Hollande cette idée de l'inversion de la courbe. Probablement aidé par ses services. De la liste des premiers ministrables où il était encore il y a peu de temps? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que en mettant l'accent presque essentiellement sur les emplois aidés, le chômage des jeunes et cette fameuse inversion de la courbe, il a au fond fait passer au second plan ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui créent les emplois et non pas l'État qui subventionne ces emplois. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est qu'en commentant les chiffres du chômage hier, Michel Sapin a dit « Bon, alors on voit bien que sur les jeunes, c'est à peu près stabilisé. Le problème, c'est les seniors. On va maintenant s'occuper de l'emploi ou du chômage des seniors. » Et donc, oui, il a une responsabilité importante dans ces échecs. Oui. Maintenant, il a une carte. C'est moi, un ministre du travail, quel qu'il soit, n'a pas. Non, mais quel qu'il soit, c'est pas lui seul qui va résoudre le problème du chômage. Non, mais je veux dire, une politique de l'emploi, c'est pas suffisant. On pourrait dire qu'il s'est mis beaucoup en avant pour aider et protéger son président. Ils ont brûlé beaucoup de cierges, ils se sont brûlés les doigts, quoi. Le président de la République, qui est un peu le disciple de François Mitterrand, a une carte à jouer, c'est de trouver le Jacques Delors qui va assurer de la rigueur. Il ne va pas le trouver dans le gouvernement actuel. Il a un Didier Migaud, il a des militants socialistes de grande qualité qui, sans arrêt, nous disent tous les jours, il faut s'y mettre, il faut faire de la réduction de la dépense publique. C'est Didier Migaud, c'est le président de la Cour des comptes. Et il peut être l'homme, voilà un des hommes qui pourrait effectivement être la carte d'un président de la République qui aujourd'hui se fatigue entre le MEDEF, les syndicats et les différents courants de sa majorité. Un mot, je sens. Oui, non, juste, vous dites, est-ce qu'ils sont prêts à, question SMS, à se mettre à dos les syndicats? Oui. Écoutez, ils ont reculé avec 80 000 personnes dans la rue sur un autre sujet, on verra le 18 mars. Il n'y a plus assez de travail pour tout le monde, pourquoi ne pas le dire aux Français, nous dit un téléspectateur? Non, c'est faux. C'est faux. Il n'y a plus assez de travail aux conditions actuelles. C'est pas seulement la France. Oui, vous oubliez qu'il y a des tas de branches où les emplois ne sont pas pourvus quand même. Vous connaissez ces trois chiffres qui sont les chiffres fétiches d'Angela Merkel. L'Europe, c'est 7% de la population mondiale, c'est 25% des prélèvements et c'est 50% des allocations redistribuées dans le monde. Tout le problème général de l'Europe et de la France en particulier tient là-dedans. C'est pas qu'il n'y a plus de travail, c'est qu'il n'y a plus de travail aux conditions actuelles. En tout cas, il n'y en a plus assez. Et deuxième élément de réponse, 400 000 offres d'emploi non pourvues et 25% des patrons de TPE qui nous disent qu'ils ont du mal à recruter. Donc on voit bien que là aussi, il y a des emplois. Malheureusement, on ne trouve pas forcément des gens qualifiés qui acceptent ces emplois. L'emploi baisse, le CAC 40 monte. Où est l'erreur? Parce que le CAC 40 fait son chiffre d'affaires et ses profits pour plus de 50%, parfois pour plus de 80% à l'extérieur. Donc ça n'est pas lié à la situation, c'est pas lié à la situation française, franco-française, si je puis dire? Jamais. Non. Et c'est vrai qu'une bonne partie s'est fait, y compris des rapatriements de profit, d'optimisation fiscale. Puis on revient au débat tout à l'heure, c'est moins vrai c'est pas vrai pour les PME, mais il y a une courbe qui a augmenté quand même en France comme ailleurs, c'est le taux de marge financière, c'est la rétribution des actionnaires et le taux de rentabilité. C'est pas vrai qu'en France, c'est vrai partout. Ceci dit, on a quand même besoin de ces grandes entreprises. On parlait tout à l'heure d'un ordre sous-traitant. Il y a quand même des efforts, il y a des choses qui sont faites aussi, il faut le dire. Nous, on a par exemple une convention avec GDF Suez pour emmener des entreprises dans une logique de portage à l'étranger. Ça fonctionne très bien. Ça marche bien? Oui, ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne. Mais on en a besoin dans ces cas-là. Que représente le travail au noir dans l'économie française? Que fait le gouvernement pour lutter contre cette pratique? On a eu des éléments de réponse, mais voilà, si vous voulez aller un peu plus loin. Oui, évidemment, par définition, il n'y a pas de chiffre officiel du travail au noir. Il y a une estimation. On estime ça à peu près 10% du PIB. C'est énorme. Hein. Le manque à gagner en cotisation sociale, c'est à peu près l'équivalent du déficit actuel de la sécurité sociale. On estime 13, 14, 15 milliards d'euros. C'est énorme. Hein. Mais bien évidemment, par définition, il n'y a jamais d'enquête objective qui permette de savoir où on en est. Pour inverser la courbe de l'emploi, ne faut-il pas aussi arrêter la courbe à la rentabilité? Pardonnez-moi, arrêter la course, je lis mal, arrêter la course à la rentabilité. Vous voyez une logique dans cette question? Oui. Oui, il y a une logique, mais qui n'est pas uniquement une logique franco-française, c'est une logique, une logique générale. Oui. C'est les taux de retour sur investissement et de rémunération à hauteur d'au moins 10%. Bon, ça a pénalisé
dans tous les pays. Une partie des profits réalisés est allée de manière croissante dans les grandes entreprises, c'est vrai aux actionnaires, d'une manière générale. C'est pas uniquement en France. Et quand tout à l'heure Jean-Claude Duménil disait, mais pour l'entreprise qui réinvestit ses bénéfices, il devrait y avoir un impôt sur les sociétés plus faible pour la part réinvestie plutôt que pour la part distribuée. Ça, moi, là-dessus, c'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps. Vous êtes d'accord alors? On a des points d'accord, bien sûr. J'aime bien ça. Est-ce que la question n'est pas simplement celle du courage politique? Oui, du courage politique ou de la conformité entre la promesse électorale et la réalité de la situation. On a, mais ça a été le cas également en 2007 à chaque élection présidentielle, des hommes politiques qui se font élire sur des promesses qui sont probablement assez loin de la réalité, qui font une erreur de diagnostic au début. François Hollande le dit maintenant ouvertement, il dit « j'ai sous-estimé la crise ». À l'époque, probablement, il pensait que c'était une crise qui était liée à Nicolas Sarkozy. Et donc, en effet, il se fait élire sur un programme qui est « l'ennemi, c'est la finance sans visage, je renégocierai… » Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, ce grand moment qui est celui de l'élection au suffrage universel du président de la République… se fait en partie sur une mystification de programme. Voilà. Oui. Excusez-moi, c'est grave. Mais on voit les résultats, d'ailleurs, dans l'appréciation que les Français ont de leur personnel politique. Hein. J'ai été 40 ans chef d'entreprise, j'avais le sentiment de faire le trottoir pour un État proxénète. C'est quelque chose qu'on entend. C'est quelque chose qu'on entend, avec des gens qui sont clairement exaspérés par le niveau de prélèvement et qui ont le sentiment qu'on leur met des bâtons dans les roues. Donc oui, malheureusement, c'est quelque chose qu'on entend et qui est assez dangereux parce que cette personne qui a été 40 ans chef d'entreprise, ce sont des gens qui, à un moment donné, sont capables aussi d'arrêter en disant, et notamment d'arrêter de se développer en disant ça sert à rien, plus je me développe, plus on me met de bâtons dans les roues. Il faut lutter contre ça. N'est-il pas temps de s'attaquer au code du travail qui est un réel frein à l'embauche? Parce qu'il est trop épais. Non, mais voilà, non, écoutez, la seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait de la lisibilité. C'est vrai sur les règles sociales comme sur les règles fiscales. Ça ne peut pas changer tout le temps. Parce que ça pénalise tout le monde. Et il faut des règles simples comme la non-rétroactivité qui devrait être un principe absolu. Et il faut faire en sorte qu'on réduise les contraintes sur les entreprises. Entre 2005 et 2010, une page supplémentaire tous les 3 jours dans le Code du travail. Franchement, on ne peut pas continuer comme ça. Rediffusion de ce C'est dans l'air à 22h30. Merci à nos invités d'y avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, 17h45 pour une nouvelle émission en direct, bien entendu. Et auparavant, Caroline Roux recevra son invité. Passez une très bonne soirée sur France 5. Bonsoir. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.